À tous, voici la suite de la vidéo intitulée La distinction entre les conflits et la violence psychologique, où on va parler des violences psychologiques. Donc, on avait vu quatre aspects. Pour les revoir, je vous invite donc à visionner la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Donc, voici un nouvel indicateur, c'est la liberté de parole qui est fortement diminuée en cas de violence psychologique. Que se passe-t-il? Donc, l'auteur de violence monopolise tout le temps la parole et contrôle ainsi la relation avec aussi les différents intervenants. Donc, par exemple, en cas d'intervention de professionnels de l'enfance ou de l'éducation ou de la justice, quand il y a de la violence, eh bien, on verra, donc on pourra observer que la personne qui est victime souvent se tait et l'autre prend toute la place. Donc l'auteur prend toute la place. Il va même parler à la place du parent, de l'autre parent qui est pourtant victime. Mais bon, il faut analyser vraiment sur une plus longue période. Une seule séance ne suffit pas. Donc ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus parce que j'entends parfois même des professionnels réputés dire une seule séance suffit. Euh, Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il faut plusieurs observations dans le temps pour être certain de la dynamique qui est dans un couple ou dans une famille. Alors, donc ça, c'est un indicateur, c'est la liberté de parole qui est réduite pour la victime qui, pour différentes raisons, parce qu'elle n'ose plus parler, parce qu'elle est victime, donc elle a un stress post-traumatique. Donc, elle ne parvient même plus à prendre la parole, à se positionner, elle est confuse, elle n'y parvient plus en fait, donc elle est en stress. Donc elle est comme un peu figée. C'est une manière de réagir, de manière, on va dire non réfléchie, c'est automatique. C'est le corps à un moment donné, le cerveau qui va se mettre, qui va d'une certaine manière disjoncter et donc la personne ne sera plus apte à défendre ses positions, à donner un discours clair et bien structuré. Donc, elle va quelque part aussi par l'estime de soi qui était fortement diminuée au fil du temps, ne plus pouvoir s'exprimer. Alors, autrement, la responsabilité. Alors, on saura que l'auteur, par l'observation, n'a jamais de culpabilité, de sentiment de culpabilité, ni même le sentiment de responsabilité. Il pourra peut-être le dire, qu'un parent responsable, c'est ça, ou une personne responsable, c'est ça, mais dans les faits, ça ne suit pas. Et il cherche continuellement des justifications pour se déresponsabiliser. Là, je n'ai pas d'exemple concret, mais je pense que vous aurez compris. Alors, avant-dernier élément, c'est l'impact que cette violence a généré. Ils sont nombreux et c'est profond et l'estime de soi est fortement réduite, comme je le disais précédemment. Donc, il y a ce sentiment permanent de peur qui s'installe en présence et parfois même plus en présence de l'auteur parce que la personne aura tellement intégré, tellement souffert de la situation que, eh bien, de manière durable, c'est-à-dire plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois même plusieurs années, la victime ne va pas pouvoir s'exprimer. Elle va avoir une peur complètement déraisonnée. Donc, par exemple, rien qu'avoir une plaque d'une voiture, là, donc le type de voiture de la personne, donc de l'auteur de fait, rien qu'à à voir ça, eh bien, la victime peut avoir, peut se saisir et avoir de la peur. Donc, ce n'est plus du tout quelque chose qui est, comment dirais-je, logique, dans un contexte logique. C'est une empreinte laissée par de la violence qui donc s'est faite sur une plus longue durée, qui a vraiment impacté durablement la victime et la plupart du temps les victimes, parce que la victime est rarement isolée. Donc, il y a un syndrome de stress post-traumatique qui s'installe, qui peut s'installer, avec des conséquences à plus long terme. Donc, il y a des tests, il y a des indicateurs qui peuvent déterminer les stress post-traumatiques que présentent les victimes de ces types de relations toxiques.
Alors, dernier indicateur, c'est la manifestation de l'agressivité. Alors, la violence est souvent unidirectionnelle et non réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce sont parfois des toutes petites agressions qui peuvent parfois paraître même, ça semble complètement anodin, mais quand c'est répété tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour, des petites piques du style euh, t'as pas de temps pour moi, ou tu penses qu'à toi, ou tu es une égoïste. Donc, ce sont des petites agressions qui, répétées à un moment donné, engendrent vraiment de la souffrance, d'autant plus que la personne qui en est victime, au bout d'un temps, ne répond même plus. Donc, c'est juste, ça va dans un sens et ça va jamais dans les deux. Enfin, au bout d'un temps, ça ne va même plus dans les deux sens. Au, au début, peut-être que la victime se défend ou elle est un peu étonnée et puis elle essaie peut-être de réagir ou de comprendre qu'est-ce qui se passe, tiens, pourquoi est-ce que l'autre me dit ça? Et puis, au bout d'un certain temps, il y a une- c'est pas qu'elle se complaint, pas du tout. C'est qu'à un moment donné, par économie d'énergie, chaque fois, pour éviter de chaque fois répondre, elle va finir par se taire. Donc, il peut y avoir aussi donc des agressions qui deviennent instrumentales parce que en fait, elles vont euh, finir par pousser la victime aussi à réagir à un certain moment. Donc, on va pousser des petites agressions, et à un moment donné, la victime risque aussi, à un moment donné, de réagir d'une certaine manière. Alors, la plupart du temps, on le remarque donc quand la personne victime, à un moment donné, réagit en allant en justice. Donc, elle veut essayer de se défendre légitimement face à cette petite agression, eh bien, à ce moment-là, on pourra fortement deviner que l'auteur ne va évidemment jamais prendre la responsabilité. Et à un moment donné, il va même accuser la victime qui essaie de se défendre légitimement de ses agressions. D'où l'importance de bien préparer son dossier. Si on veut aller en justice, il faut s'asseoir, surtout pas agir tout de suite, s'asseoir, réunir les informations, bien réfléchir sur sa stratégie, et le mieux, c'est d'être accompagné par un professionnel pour ne pas rentrer tête baissée dans une affaire qui risque de faire boomerang et de revenir sur vous, de vous coûter très cher, aussi bien en énergie que financièrement. Voilà. C'est clôturer donc le chapitre de la différence entre les violences psychologiques et les conflits. Je reviendrai évidemment là-dessus avec des outils concrets pour faire face à la violence psychologique. Et puis, avec aussi des exemples concrets pour des situations pour que vous compreniez bien ce que c'est que la violence psychologique. Alors ici, j'ai donné en gros les caractéristiques, les indicateurs pour les repérer. Euh, voilà. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour la suite. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.